Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les transports et l'impact des transports sur la diffusion du tourisme. Alors avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit complément par rapport à la vidéo précédente. La vidéo précédente sur l'histoire du tourisme. Je me suis rendu compte que j'avais parlé d'un élément important mais que j'avais pas précisé quelque chose. En fait, je vous ai dit que avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une inversion des pratiques des territoires, c'est-à-dire que les touristes, avant la Seconde Guerre mondiale, allaient l'été en montagne et l'hiver au bord de la mer pour profiter de la douceur des climats. Ce que j'ai oublié en fait de vous dire, c'est que l'inversion s'est produite après la Seconde Guerre mondiale par mimétisme avec les pratiques américaines et aussi par le fait que la massification du tourisme a entraîné des pratiques différentes, des mentalités différentes, notamment avec la découverte du bronzage, voilà, des pratiques qui nous venaient des États-Unis. Donc après la Seconde Guerre mondiale, dans les 30 glorieuses, on commence à inverser les pratiques et donc les touristes vont l'été à la mer et l'hiver dans les montagnes. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit rappel parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé. Alors, par rapport au transport. Donc, c'est un chapitre important parce que pour être touriste, comme on l'a vu dans la définition, il faut quitter son lieu de vie. Voilà. Il faut être en mouvement, il faut quitter son lieu de vie. Et donc, forcément, le lien entre tourisme et transport, il est évident. Il y a quelque chose qui lie très intimement, si vous voulez, le tourisme et le transport. Donc, pour être un touriste, il faut utiliser un moyen de transport. Le moyen le plus ancien, ça va être tout simplement la marche. Voilà, la marche, qui est un moyen de transport encore très utilisé dans le tourisme, puisque vous avez pas mal de gens qui s'adonnent aux randonnées, aux treks, aux promenades. Donc, c'est un moyen aussi toujours très utilisé. Vous avez aussi le vélo, comme moyen de transport très utilisé par les touristes. C'est un moyen de transport très à la mode en Occident, puisque c'est un synonyme de santé, d'écologie. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas du tout le cas dans les pays émergents, où le vélo est un synonyme de pauvreté. Quand vous êtes riche, en fait, tout de suite, dans les pays émergents, notamment asiatiques, vous passez par la moto ou la voiture et vous délaissez en fait le vélo. Donc ça, c'est une des différences aussi qui peut exister. Mais aujourd'hui, le vélo, c'est un mode de transport doux que les touristes aiment bien utiliser pour découvrir en fait des territoires. Et il y a il y a des vraies politiques pro vélo dans les pays riches. On pourrait par exemple citer Amsterdam, qui est connu pour ses aménagements pour les vélos. Où à Amsterdam, vous avez 40% des trajets qui se font en vélo, donc quasiment la moitié des trajets dans la ville se font en vélo. Alors, le vélo et la marche, on va pas les développer plus, tout simplement parce que ce sont des modes de transport individuels. Nous, on va s'intéresser aux modes de transport collectifs qui ont vraiment impacté très fortement le tourisme. Je voulais juste vous montrer cette image. Ça, c'est un projet de l'entreprise Virgin. Je crois que l'entreprise Tesla a aussi un projet similaire. C'est en fait des fusées qui amèneraient des touristes dans l'espace. Donc c'est un peu l'avenir du transport, du tourisme, où on peut imaginer peut-être dans un futur plus ou moins éloigné, avoir comme ça des fusées qui pourraient amener des touristes, je sais pas moi, sur la Lune, des choses comme ça. Alors si on reprend depuis le début, on va faire un petit déroulé de l'histoire des transports. On va commencer par le train et le bateau à vapeur. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que avant la révolution industrielle, les transports se faisaient à partir de la puissance animale, notamment des chevaux, donc en calèche,
forcément, c'était des transports qui étaient lents et qui étaient pas très confortables. Voilà, vous imaginez ce que ça peut être de voyager dans une calèche. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut attendre le 19e siècle pour voir l'invention de la machine à vapeur en 1769. Et à partir de là, en fait, on va avoir une véritable industrialisation, c'est-à-dire que la force animale va être remplacée par la machine, et notamment la machine qui fonctionne avec donc du charbon. Ça va être une grande révolution puisque on va pouvoir appliquer cette invention, la machine à vapeur, dans plein de domaines, et notamment, par exemple, dans les bateaux. Donc, on va parler un petit peu des bateaux. Le premier bateau à vapeur, il a été construit en France en 1774. Donc, ce sont des bateaux assez modestes. Voilà, il va falloir attendre vraiment le 19e siècle et le début du 20e pour voir apparaître des bateaux importants, capables en fait de traverser l'océan ou d'affronter des fleuves importants. Donc là, vous avez par exemple un bateau aux États-Unis sur le Mississippi. Donc vous voyez comment, vous voyez la fumée noire en fait qui sort de cette cheminée. Donc c'est lié au charbon qui est mis dans la chaufferie pour faire avancer ce bateau. Donc c'est un moyen de locomotion très polluant à l'époque, bien entendu. Alors le navire le plus connu à cette époque qui fonctionne avec de la vapeur, c'est forcément le Titanic, qui a fait son premier et dernier voyage en 1912. Et assez rapidement, vous allez avoir des lignes régulières qui vont apparaître entre l'Europe et les États-Unis. Voilà. À ce moment-là, en fait, vous n'avez pas d'avion qui traverse l'océan. Donc, si vous voulez rejoindre le continent américain, vous êtes obligé de passer par un de ces gros bateaux transatlantiques, comme le Titanic. Alors, ces bateaux, ils ont quelque chose d'intéressant, c'est que il n'y a pas que la fonction de la traversée qui est mise en avant. Vous avez aussi toute l'expérience à bord. Bon, si vous avez vu le film Titanic, j'imagine, vous devez vous rappeler que donc il y a tout un tas de services, une salle de théâtre à bord. Vous avez des restaurants. Enfin, il y a vraiment l'expérience de la croisière. Et donc ces bateaux, c'est vraiment les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, des navires de croisière comme celui que vous avez à l'écran. Donc aujourd'hui, si on continue un peu sur les bateaux, il y a eu une évolution, bien entendu, gigantesque dans la taille des bateaux. Celui que vous avez en photo, c'est le bateau de croisière le plus grand du monde, le Harmony of Seas. Il a été mis en service en 2016. Il mesure 365 mètres de long et il peut embarquer 6500 passagers. Vous avez à bord tout un tas d'activités, des discothèques. Enfin, il y a un service qui est vraiment assez incroyable, très très complet. Et en fait, c'est quasiment un hôtel flottant, quoi, une ville flottante, enfin un hôtel flottant. On y reviendra quand on parlera des croisières. Alors, à côté de ce moyen de transport, on a, on a le train qui se développe à peu près à la même époque. Donc la première ligne ferroviaire, elle a été mise en place en Amérique du Nord. Elle reliait Baltimore à l'Ohio en 1827. Voilà, donc le chemin de fer, c'est vraiment quelque chose aussi qui va beaucoup se développer et qui va permettre de rendre accessibles certains territoires. Donc ensuite, vous avez l'Angleterre qui se développe très rapidement au niveau du train à vapeur. Et ensuite, la France qui va commencer à partir de 1830 à se doter aussi de chemins de fer. Alors, ça va permettre le développement des grandes stations balnéaires, notamment sur la Côte d'Azur, comme Nice, Monaco, Cannes, qui en fait vont être reliées rapidement au chemin de fer et qui ça permettra en fait à des populations étrangères, les Anglais, les Russes, de pouvoir se rendre dans ces stations.
Alors, le train, c'est une révolution, bien entendu. Donc là, c'est une photo de la promenade des Anglais à Nice, hein. Alors, le train, c'est une révolution pour les touristes, hein, à l'époque, parce que c'est un moyen de transport qui est moins pénible forcément que ce qui existait avant, qui est plus prévisible, plus sûr, et donc qui va permettre d'intensifier les flux touristiques. J'avance un petit peu. Ce qui a été vraiment la grosse avancée par rapport au chemin de fer et au train, ça a été la recherche de la vitesse. Donc l'idée, ça a été de pouvoir accélérer ce moyen de transport qui au début est assez lent. Donc aujourd'hui, le train, c'est le mode de transport le plus utilisé après l'avion pour les distances longues. Et ça a été rendu possible surtout par les trains à grande vitesse, comme vous avez en fait en photo. Donc ce qu'on appelle un train à grande vitesse, c'est un train qui est capable de dépasser les 200 km/h. Le premier, il a été lancé en 1964 par le Japon, qui est un pays très connu en fait pour ses trains à grande vitesse. Et aujourd'hui, vous avez seulement 15 États dans le monde qui possèdent des trains à grande vitesse. C'est surtout des pays d'Europe de l'Ouest comme la France, la Belgique et l'Allemagne. Le TGV français, il est créé dans les années 1980. Et ce sont des modes de transport qui concurrencent l'avion, notamment pour tout ce qui est voyage intérieur. Voilà, voyages nationaux à l'intérieur d'un pays. Vous avez également certaines lignes internationales qui se sont développées, comme par exemple l'Eurostar, qui va relier la France à la Grande-Bretagne, ou le Thalys, qui relie la France à la Belgique ou à l'Allemagne. Ensuite, vous avez tout le réseau des TER, donc le réseau secondaire, qui là, est plus lent et qui va être utilisé plutôt pour des mobilités locales ou régionales. Alors, le train, un petit peu à l'image des bateaux de croisière, peut aussi devenir un objet de tourisme à proprement parler. C'est-à-dire que l'expérience du voyage en train peut être une expérience touristique à elle seule. Donc, pour que ça soit le cas, il faut que le train ait une histoire, une personnalité, enfin qu'il ait quelque chose d'original. Donc, on peut citer deux exemples. Par exemple, au Pays Basque français, le train de la Rune, peut-être que vous connaissez, qui permet de découvrir un peu la montagne de la Rune dans un train historique qui a été rénové. Et vous avez également un autre train connu qui est le Transsibérien, qui relie Moscou à Pékin. Donc vous avez en fait une expérience d'une semaine dans ce train pour profiter en fait de l'expérience de ce train d'époque. Voilà. On va en rester là pour le train. On va passer à l'automobile. Donc l'automobile, c'est aussi forcément un moyen de transport très important quand on parle du tourisme. La première voiture qui ressemblait pas forcément aux voitures d'aujourd'hui a été inventée en 1769 en France. Et surtout, la grande invention, ça a été une invention d'un ingénieur qui s'appelait Macadam et qui, en 1820, a inventé tout simplement le support qui porte son nom, le macadam, c'est-à-dire le goudron, qui va permettre d'avoir des routes très lisses et donc qui va permettre de pouvoir de pouvoir voyager beaucoup plus facilement que sur des pistes de terre comme vous avez en fait sur la photo. Voilà, il faut imaginer ce qui peut se passer lorsqu'il pleut. Vous avez des endroits qui sont plus du tout utilisables lorsqu'il n'y a pas de goudron. Un autre élément important du développement de la voiture, ça a été le véhicule que vous avez en photo, c'est la Ford T. Donc c'est un véhicule qui a été créé par Henry Ford dans les années 1910 aux États-Unis. Et en fait, c'est la première voiture qui a été créée en série. Donc vous avez dû déjà entendre parler de ça, c'est-à-dire que Henry Ford, il a créé ce qu'on appelle le Fordisme, c'est-à-dire que la voiture, elle est montée sur des chaînes de production où chaque ouvrier est un peu spécialisé dans une partie de la voiture. Il y en a un qui met la roue, l'autre le volant, et donc ça permet de créer des voitures standardisées et d'en produire beaucoup
Et forcément, qui dit une production de masse dit un prix qui baisse. Donc, c'est les premières voitures abordables que les Américains vont pouvoir acheter. Donc, la voiture va se démocratiser en premier aux États-Unis au début des années 1900, et ensuite en Europe après la guerre, au moment des Trente Glorieuses, à partir des années 60. Alors, bien entendu, qui dit développement, voilà, là vous avez Henry Ford devant la Ford T. Qui dit développement de la voiture dit forcément développement du réseau du réseau routier et notamment autoroutier. Et là, donc après la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir de très très grands travaux qui vont être menés pour développer les autoroutes. Donc c'est surtout pendant les Trente Glorieuses que on va commencer à construire des autoroutes. Donc en France, c'est à partir de 1955 que l'État va entamer des travaux très importants pour créer des voies rapides. Alors la voiture, c'est un élément de liberté en fait. C'est pas un moyen de transport collectif, même si on peut être à plusieurs dans une voiture, mais ça reste quand même assez limité. Mais c'est un mode de transport qui offre une grande liberté de mouvement, parce que en fait, ça vous permet d'aller où vous voulez. Ça permet de rendre autonome le touriste en fait, qui est au volant de sa voiture. Ça va permettre aussi d'ouvrir de nouveaux espaces de tourisme, comme les espaces ruraux. Les espaces qui n'étaient pas desservis peut-être par le transport ferroviaire. Là, en voiture, vous pouvez vous rendre dans un petit village un peu partout. Aujourd'hui, la majeure partie des voyages touristiques sur des courtes et des moyennes distances sont réalisés bien sûr en voiture. Et ce qui va être le gros avantage de la voiture, c'est que ça permet un tourisme itinérant. Ça veut dire que vous pouvez très bien décider au dernier moment de changer votre itinéraire, d'aller voir quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Vous êtes complètement libre en fait de votre itinéraire. Vous n'avez pas à subir en fait un itinéraire prévu comme quand vous prenez le train. Alors la voiture, elle va complètement modifier aussi les territoires, donc ce que je vous ai expliqué par la création de routes, d'autoroutes, mais aussi modifier notre façon de consommer. Donc aujourd'hui, forcément, qui dit supermarché ou lieu de consommation dit parking. Là, vous avez une photo du centre, du village de Marques à Nailloux. C'est typiquement, ça a été construit pour des gens qui vont venir en voiture. C'est à côté de l'échangeur autoroutier, et vous avez un grand parking parce que on a pensé que, ça a été construit en fait dans l'idée que les gens viendraient en voiture. Alors au-delà de la voiture personnelle, alors là une autre photo, par exemple le Gaumont-la-Beige, pareil, ça a été construit en périphérie de la ville parce que les personnes qui l'ont construit se sont dit que les gens viendraient en voiture, et donc vous avez un parking immense bien sûr devant. Alors au-delà de la voiture personnelle, vous avez également les autobus. Donc les autobus qui sont beaucoup plus liés en fait au domaine touristique. Donc bien sûr pour transporter plus de personnes. Donc aux États-Unis, la première entreprise liée aux autocars, c'est Greyhound, c'est la première qui est née en 1914 et qui est aujourd'hui la principale entreprise de transport de passagers, avec une flotte de plus de 2000 bus et plus de 20 millions de clients par an. Voilà. Alors en Europe, vous avez un développement aussi de lignes de bus aujourd'hui qui font la liaison entre de grandes villes. C'est souvent moins cher que le train. Donc par exemple, on pourrait citer Megabus, que vous avez en photo, qui a été créé en 2003 en Angleterre, et qui a ouvert par exemple une ligne Paris-Toulouse en 2015. Voilà. Donc là, bien entendu, aussi l'autocar qui reste dans l'imaginaire très lié aux touristes, notamment lorsque vous arrivez dans un pays étranger et que vous êtes en voyage organisé. Vous allez souvent utiliser un minibus ou un car avec l'image du guide à l'avant, avec le micro qui peut commenter le voyage.
Alors, dernier, bien entendu, mode de transport qui va révolutionner le tourisme, c'est l'avion. Alors l'avion, il est inventé entre guillemets dans les années 1900, puisque les frères Wright, qui sont des ingénieurs américains, mettent au point le premier avion motorisé en 1902. Et ensuite, il va y avoir une amélioration permanente en fait de ce mode de déplacement, avec une grosse accélération, bien entendu, pendant les guerres, puisque les guerres sont souvent des périodes où l'innovation est boostée, si vous voulez. Donc, il va y avoir une amélioration des avions pour créer des bombardiers, des chasseurs, des choses comme ça. Ce qui va se passer, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve en fait avec tout un tas d'avions militaires qui servent plus à rien. Et donc, des hommes d'affaires vont avoir l'idée de transformer ces avions militaires en avions civils. C'est exactement le cas de celui que vous avez en photo, qui était un bombardier, qui a été modifié, et qui vont commencer à créer des compagnies aériennes. Donc, c'est le début des compagnies aériennes et le début aussi des grandes lignes commerciales. Donc, c'est exactement la même chose que pour la voiture. Qui dit développement des avions dit forcément développement aussi des aéroports. Donc vous allez voir, on va assister au développement d'aéroports un peu partout dans le monde. Alors par rapport à l'avion, la grande révolution, ça a été l'invention du moteur à réaction. Donc en fait, on est passé des moteurs à hélice aux moteurs à réaction. Je regarde si j'ai la date de l'invention. Donc c'est vers les années 60-70 qu'on commence à créer en fait des avions avec des moteurs à réaction. Et bien entendu, ce sont des avions qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides et qui permettent d'emporter plus de gens et de raccourcir un peu les distances. L'idée aujourd'hui, c'est un peu comme avec les bateaux de croisière, c'est de la course un peu au gigantisme, c'est d'emporter en fait le plus de passagers possible. Donc vous connaissez certainement, puisqu'à Toulouse on est très bien placé pour le connaître, la 380 d'Airbus, qui a été le premier a été livré en 2007, et c'est un avion qui est capable de transporter plus de 800 passagers. Voilà. L'idée c'est de rentabiliser au maximum le vol, notamment le prix du kérosène, en embarquant en fait le plus de monde possible. Ces modes de transport, ce que l'on peut dire, c'est que ils vont permettre de réduire la taille finalement de la planète. Aujourd'hui, grâce à l'avion, les distances sont réduites. Et ça va permettre d'intensifier les flux touristiques. Alors on va voir un petit peu justement quels sont les impacts des transports sur la diffusion du tourisme mondialisé. Donc le premier impact, ça va être la démocratisation des transports, et notamment avec le développement de ce qu'on appelle les charters et les low cost. Je vais pas refaire tout le cours parce que ça prendrait trop de temps, mais en fait, ce que l'on peut voir, c'est que à partir du moment où des compagnies aériennes ont existé, elles ont développé l'idée de proposer des prix, de faire des opérations des opérations de promotion. Et à partir des années 50, on va voir apparaître en fait ce qu'on va appeler la classe économique et aussi ce qu'on va appeler aussi le charter. Alors un vol charter, c'est quoi? C'est un vol qui est commercial, qui est organisé en dehors des lignes à horaires réguliers et qui est configuré de manière à embarquer le plus de passagers possible. Voilà. Donc par exemple, on enlève les premières classes pour rajouter le plus de sièges de classe économique. Ça s'est développé dans les années 60
jusqu'à l'apparition d'une forme encore plus extrême de cette recherche en fait de bas coût, avec ce qu'on appelle les compagnies low cost. Donc par exemple en 1985, vous avez la compagnie Ryanair qui est créée. À l'époque, son capital est de 1,30 €. Et il y a 25 employés, donc c'est un tout petit truc. Et en 2010, elle a dépassé 70 millions de passagers transportés, et c'est une des premières compagnies en Europe. Donc Ryanair, c'est, comme vous le savez, l'idée de proposer du transport aérien à bas coût. Leur concept, c'est que tout ce qui est à bord est payant à partir du moment, enfin à part votre place assise, tous les services sont payants. Et tous les services sont aussi réduits à l'essentiel. Donc en fait, c'est comme si le concept, c'est d'imaginer en fait l'avion comme un bus ou un train. La moyenne d'un billet sur Ryanair, c'est à peu près 39 €. Et l'idée, si vous voulez, enfin le secret entre guillemets de Ryanair, comme aujourd'hui d'autres compagnies, c'est le fait de faire tourner les avions de manière assez intense sur une même ligne. C'est-à-dire que l'avion dans la journée n'arrête pas de faire des allers-retours, ce qui permet d'être plus rentable. En fait, ça fonctionne exactement comme un bus. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces compagnies aériennes, donc Ryanair ou EasyJet, elles ont fait parfois le succès de certains aéroports. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, lorsqu'une compagnie aérienne s'installe dans un aéroport, il faut qu'elle paye son droit d'entrée, si vous voulez. Et donc, certaines compagnies low cost ont préféré aller dans des aéroports secondaires pour que ça soit moins cher. Et tout simplement, en s'installant dans ces aéroports secondaires, elles ont créé du trafic et donc un peu le succès de ces aéroports. Je vous donne un exemple. Ryanair ou EasyJet, en fait, font fonctionner quasiment la totalité du trafic sur l'aéroport de Carcassonne, notamment avec les Anglais qui passent souvent par Carcassonne. Ou alors, vous avez également l'aéroport de Charleroi, qui est très utilisé aussi par Ryanair. Ce sont des petits aéroports secondaires, mais qui, grâce à ces low cost, fonctionnent bien. Alors aujourd'hui, ce tourisme, ça a permis les low cost, ça a permis le développement d'un tourisme très particulier, de capitale à capitale, de ville à ville, pour des touristes assez jeunes, voilà, qui veulent pas se ruiner dans le billet d'avion. Et donc, ça permet de faire un tourisme régional, on va dire. Par exemple, si vous faites, je sais pas moi, un week-end à Berlin en partant de Toulouse, vous avez de bonnes chances d'utiliser un low cost pour rentabiliser votre voyage. Alors, bien entendu, les compagnies aériennes traditionnelles ont essayé de réagir par rapport à cette concurrence très forte de ces compagnies low cost. Et donc, elles ont commencé à proposer des réductions et des tarifs et des promotions. Donc, par exemple, en 1980, la compagnie American Airlines a inauguré un système de récompense des clients les plus fidèles. Et aujourd'hui, vous avez ce système sur toutes les compagnies aériennes traditionnelles. Donc, on pourrait par exemple citer Air France avec ses miles, vous savez, que l'on peut collectionner. Voilà, vous pouvez avoir des cartes pour avoir des avantages, des choses comme ça. Un autre moyen pour les compagnies traditionnelles de faire face à la concurrence des low cost, c'est les alliances entre compagnies. Donc, elles ont tendance à se concentrer, à se réunir pour essayer de limiter les coûts et de contrôler de plus vastes marchés. Alors, on pourrait par exemple citer Star Alliance, qui regroupe Air France, KLM, Alitalia et d'autres compagnies. Voilà. Le deuxième impact du transport sur le tourisme, ça a été l'accessibilité des espaces touristiques, et notamment de ceux les plus lointains, les plus isolés. Donc l'accessibilité, c'est quoi? C'est la possibilité plus ou moins aisée
d'atteindre un point à partir d'une origine donnée. Ce qu'on va voir, c'est que l'accessibilité, elle n'est pas forcément déterminée que par le transport. L'accessibilité, elle est liée à un ensemble en fait de conditions. Donc la première, c'est la possibilité matérielle, c'est-à-dire il faut trouver un avion qui vous amène à la destination. Il faut qu'il y ait un aéroport sur place. Il faut également qu'il y ait une possibilité légale de se rendre dans un territoire. Donc par exemple, il vous faut un visa, il vous faut un passeport. Parfois, il faut également certains vaccins, sinon vous pouvez pas y aller. Enfin, donc il y a aussi une accessibilité finalement légale. Une accessibilité financière, bien entendu, lorsque vous devez aller dans des territoires qui sont très éloignés, comme je sais pas, moi je pense à Tahiti, les billets c'est plus de 1000 euros, donc ça impacte sur son accessibilité. Et vous avez aussi une accessibilité finalement psychologique, hein, puisque bien entendu vous avez des destinations qui peuvent effrayer. Là, je vous ai mis des images. C'était au Sri Lanka lorsqu'il y a eu les attentats. Juste après, vous avez eu une vague d'annulation en fait de voyages dans cette île. Alors, par rapport à l'accessibilité, c'est souvent l'avion qui va permettre de rendre une destination accessible. Notamment lorsque on parle de destinations isolées, donc par exemple des îles un peu perdues. Donc si on prend le cas de 3 îles de l'océan Indien, donc l'île Maurice, les Maldives et les Seychelles, on peut voir que en fait ce sont des territoires qui sont devenus vraiment touristiques lorsque l'avion et notamment lorsqu'un aéroport a été construit sur place, ce qui paraît assez logique. Par exemple, je vous donne quelques chiffres. Pour l'île Maurice, la première ligne internationale, elle a été mise en place en 1945. Et en 1945, il y avait 1800 passagers qui ont utilisé l'avion pour venir. En 2010, ils étaient 935 000. Si on compare avec les Maldives, la première ligne a été créée en 1980. Il y avait quelques centaines de passagers. Aujourd'hui, ils sont 195 000. Et pour les Seychelles, la première ligne a été mise en place en 1972 avec 1600 passagers. Et en 2010, il y avait 180 000 passagers. Donc on voit que l'accessibilité va de pair avec la mise en tourisme. Voilà. Là, vous avez une photo d'un aéroport aux Maldives. Bien entendu, s'il n'y a pas cette infrastructure de transport, forcément le tourisme sur place peut pas exister. La dernière conséquence du transport pour l'industrie du tourisme, ça va être la création de hubs. Alors, les hubs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des nœuds, en fait, des nœuds de communication par rapport à la mondialisation. Ce sont ce qu'on appelle des plateformes multimodales. C'est le point central d'un réseau de transport. C'est une espèce de plaque tournante où sont concentrés un maximum de transports et de correspondances. Je vous donne un exemple. L'aéroport, par exemple, de Roissy-Charles de Gaulle, c'est un hub parce que vous pouvez arriver en train, vous pouvez arriver en métro, vous pouvez arriver par l'autoroute et vous pouvez aussi arriver en avion sur un vol régional ou national et ensuite récupérer un vol international pour partir sur une destination plus lointaine. Donc aujourd'hui, avec la mondialisation, vous avez des hubs comme ça qui sont représentés par des grands aéroports qui vont en fait être des points de passage un peu obligés lorsque vous avez un voyage assez long à réaliser. Par exemple, aujourd'hui, Toulouse, pas vraiment un hub. Si vous devez aller, je sais pas moi, à Los Angeles, vous pouvez pas faire un Toulouse-Los Angeles direct. Vous êtes obligé de passer par un hub, c'est-à-dire vous allez faire Toulouse-Paris ou alors Toulouse-Amsterdam et ensuite là, vous allez prendre un gros porteur qui va vous amener à Los Angeles. Alors, ces grands aéroports, ils sont souvent les sièges des grandes compagnies qui les choisissent.
Et donc, le succès d'une compagnie est souvent lié à celui de l'aéroport. Par exemple, la photo que vous avez, c'est une photo de l'aéroport de Dubaï, qui est liée étroitement en fait à la compagnie aérienne Emirates, qui a fait de ce point de passage en fait une espèce de porte d'entrée obligatoire pour les voyageurs vers l'Asie. En 2016, vous aviez 28 millions de passagers qui sont passés par cet aéroport, et c'est aujourd'hui le deuxième aéroport au monde pour le nombre de passagers en transit. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le tourisme, voilà donc la compagnie Emirates, le tourisme est forcément lié à l'industrie du transport, et aujourd'hui vous avez deux éléments qui sont recherchés dans l'industrie du transport. C'est premièrement la course au gigantisme, être capable d'emmener plus de passagers, et c'est lié une recherche de réduction des coûts pour essayer d'offrir des billets de plus en plus abordables, de moins en moins chers. Donc c'est un équilibre assez difficile à trouver, assez délicat, mais c'est vraiment les deux éléments qui sont recherchés actuellement. Voilà pour le développement des transports et leur lien avec le tourisme. N'hésitez pas à me contacter si les choses sont pas claires. Et donc, vous avez le cours sous format papier sur mon site que vous pouvez trouver. Voilà, bon courage, à bientôt.